Bonjour à tous. Alors nous voici à nouveau réunis, c'est dimanche. C'est dimanche. Et ce sont nos conversations du dimanche. Alors tu veux qu'on parle de quoi? Je crois qu'après la négociation, que vous retrouverez d'ailleurs comme toutes les autres vidéos sur la chaîne YouTube, vous tapez Marc Roussel et vous avez toute la série sur la vente. Donc la semaine dernière on parlait de négociation, donc d'une manière complètement logique, on va parler de présentation de l'offre. On va même parler de façon plus générale de l'offre. Et j'aimerais vous dire immédiatement que l'offre, ça ne sert pas à vendre. Si vous pensez que l'offre sert à vendre, c'est que, quand on pense ça, c'est qu'on est passé à côté de l'essentiel. Alors je vais te demander pourquoi l'offre ne sert pas à vendre. Oui, j'ai mis du temps d'ailleurs moi-même à comprendre cela. Donc en fait, on va simplement redéfinir ce que c'est qu'une offre. On a rencontré quelqu'un, on a découvert un peu ce qu'il souhaitait, ce qu'il voulait. On lui a posé des questions, etc. Puis à un moment donné, on a pris conscience qu'il avait le problème A et qu'on lui a parlé de la solution B, qu'il a dit oui, d'accord, ça m'intéresse que vous me fassiez une offre. Parfois, l'offre, on peut tout de suite l'enchaîner dans l'entretien lorsqu'on est dans un one-shot. Là, on va considérer qu'on l'a vu, on est rentré chez soi, on a planché un peu, on a fait une jolie offre. Donc, une offre, elle a plusieurs caractéristiques. Et on va parler un peu de sa forme et de son contenu. En termes de caractéristiques, elle doit être conforme en termes d'esthétique, en termes de look, à l'idée que le client se fait de nous. De la même façon que le site, il est conforme à l'idée que le client peut se faire de nous. C'est un premier élément de réassurance. Et puis fondamentalement, le client, il doit se retrouver dans l'offre. L'offre parle du client, beaucoup plus du client que de nous. Même si nous, bien sûr, on va donner des éléments, mais toujours en relation avec le client. Donc, on a dans notre offre une structure. La structure que nous, on utilise dans le domaine du consulting, on a des offres qui sont assez riches, qui font une vingtaine de pages en général, dont une partie est assez standard. Donc ça, il y a quoi? Il y a une première, il y a une lettre, qui est simplement de remercier le client et lui dire ce qu'il va trouver. Parce qu'il va trouver, c'est une reformulation et une proposition en rapport avec les objectifs qui ont été vus ou visités pendant l'entretien. Vraiment, le client doit retrouver quasiment les conclusions, l'historique de ce qui s'est passé pendant l'entretien. C'est en ce sens où c'est aussi un deuxième facteur de réassurance. Voilà. Il ne va pas être surpris. Il va y avoir une espèce de continuité dans cette logique. Donc, il y a, rappelez brièvement le contexte. Ensuite, il y a la reformulation à la fois de la problématique du client, de son impact et des conséquences. Et c'est là où on refait quasiment la découverte des besoins. Et puis ensuite, on résume ses objectifs, ce qu'il veut lui. Et après, on convertit les objectifs dans la partie solution. Et on lui présente en général qu'est-ce qu'est la solution. Et ça devrait rappeler ce qu'il a déjà entendu, évidemment, comment ça va se passer. Et puis, on va arriver à la notion de toutes les actions nécessaires. On va les convertir en prix et en argent. Et après, on a le budget final. Et ne pas oublier de mettre quelques références, quelques témoignages, et pourquoi pas dire quelques mots sur vous. Donc, quand vous avez donné cette structure-là, eh bien, le client a la possibilité de se retrouver. Vous voyez, là encore, vous avez un facteur de réassurance. En ce sens, l'offre sert à réassurer le client, vous voyez, d'une décision qu'il a prise à 80-90%. Alors, tu nous dis que ce n'est pas l'offre qui vend. Alors, la question qui vient, c'est mais qu'est-ce qui vend alors? Voilà. Donc, on parle de réassurance. La vente est faite au préalable. En d'autres termes, nous avons un client qui, au départ, nous perçoit comme un vendeur. Vous savez, les clients, ils se méfient des vendeurs. Ce sont des gens qui sont capables de vous vendre un éléphant rose en petite jupette, et le client pense que c'est lui qui l'a acheté, quoi, vous voyez. Donc, les vendeurs, on se méfie quand même un petit peu. Et à partir du moment où le vendeur est perçu comme un conseiller, là, c'est une autre paire de manches. On aide son conseiller, on se méfie des vendeurs. Donc, c'est la première chose qui se fait dans le démarrage de l'entretien et qui se confirme après tout au long du cycle. Ensuite, il y a cette autre notion, c'est que le client, parfois, il n'a même pas de problème. Il vit avec cette situation depuis tellement longtemps qu'il ne perçoit même pas son problème. Ou alors, il a un problème, et vous savez, un des problèmes, on les tient à distance. C'est comme quand on doit aller chez le dentiste. Parfois, on attend quoi? On attend d'avoir vraiment mal. Donc, il y a, à un moment donné, une façon de faire qui amène le client à parler de son problème jusqu'au moment où il veut une solution. Vous voyez la différence entre j'ai un problème et je veux une solution. Il y en a un qui est passif et il y en a un autre qui est actif. Donc quand vous avez fait ça, et ça se fait pendant la découverte des besoins évidemment. Et puis également, le client au départ c'est un acheteur, c'est quelqu'un qui dépense de l'argent. Vous savez,
ça explique en grande partie psychologiquement pourquoi les gens cherchent, par exemple, à négocier, à réduire la dépense. Mais imaginez que vous ayez réussi à le transformer en investisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui va gagner de l'argent. Et si vous lui montrez qu'il va gagner plus d'argent que ce qu'il va dépenser, ça tient la promesse que nous avions donnée dans les objections et la négociation, c'est qu'à partir de là, vous n'avez pas vraiment de négociation, voyez, parce que le client va gagner. Donc, ça, vous faites ça pendant la découverte des besoins. Et à la fin de la découverte des besoins, non seulement vous amenez ce client dans cet état-là, mais en plus de ça, vous avez vérifié avec lui qu'il était intéressé par une offre, donc vous lui avez donné quand même une indication de prix. Il doit savoir où est-ce qu'il va. Et quand vous lui dites à la fin, et que vous avez fait tout ce travail, vous lui dites, est-ce que vous considérez que par rapport à ce que nous avons vu, est-ce que ça vaut la peine que je vous fasse une proposition, voyez, qui va dans ce sens-là. Et si on va dans ce sens-là, si vous vous y retrouvez dans la proposition, on y va comme ça. Donc vous faites une conclusion d'essai pendant la période de démonstration. On va revenir bien sûr là-dessus. Ça doit répondre à la question, ma chère Danielle. Exactement. Donc effectivement, la vente se fait au moment de ta conclusion d'essai et tu ne rédiges ton offre que lorsque tu as cet accord. Exactement. S'il n'y a pas cet accord, eh ben, si c'est vous qui faites les objections en fait. Vous refusez, vous dites bon bah écoutez, je comprends bien que vous ne voyez pas vraiment un véritable intérêt, peut-être on va attendre que les choses mûrissent ou que vous ayez pris un peu de recul, et vous voyez comment le client, vous faites de la non-vente à ce niveau-là, vous commencez à vous retirer, hein, vous savez comme dans la négociation, bah vous le faites là. Et c'est pas très difficile en réalité, par contre il faut être très bien entraîné. C'est comme une prise de judo, c'est un spécial qui nécessite un entraînement, c'est un enchaînement logique où vous dites et faites des choses, vous attendez une réaction et par rapport à la réaction, vous allez dire et faire une chose particulière et vous avez 4-5 enchaînements comme ça. Et quand c'est bien fait, vous avez vendu pendant la période de découverte des besoins. Donc ensuite, par contre, votre offre, vous avez quand même vraiment intérêt à ce qu'elle reflète bien votre attitude, votre crédibilité, vos promesses, etc. Évidemment, c'est très important l'offre, mais elle n'est pas faite pour vendre, elle est faite pour réassurer le client. Je trouve que c'est très original, tu vois, on voudrait se battre au moment de l'offre, alors qu'en fait, on a fait tout le travail avec l'énergie du client. Exactement, on est dans ce que nous appelons le judo relationnel. Oui. Donc voilà, on a vu un bon élément. Tu m'avais pas parlé d'une préoccupation que tu avais? Oui. Tu vois, je vois passer parfois sur les réseaux sociaux. Eh bien, quand vous avez envoyé votre offre par mail, n'oubliez pas de relancer. Et alors moi, j'avoue que peut-être de par ce que tu viens d'expliquer, hein, le travail que ça demande, la façon dont on présente une offre, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces pratiques bizarres où vous creusez le sillon et au moment de la récolte, vous n'êtes pas là quoi. Donc je me dis est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pertinent d'envoyer une offre par mail? Voilà. Parfois on est à 200 km, alors évidemment on va l'envoyer par mail, mais au moment de la conclusion, au moment où vous faites votre conclusion d'essai, c'est-à-dire juste après la découverte des besoins, eh bien, vous garantissez que le client acceptera un rendez-vous par Zoom, par exemple, au cours duquel vous allez lui présenter l'offre. Voyez ? Et c'est extrêmement important d'avoir cette continuité. Voyez ? Les mails, c'est 40 à 50% des offres qui sont perdues à tout jamais. Voyez ? Donc, et maintenant, si on est à proximité, portez l'offre, voyez, obtenez un rendez-vous pour remettre l'offre. D'ailleurs, c'est un test d'intérêt du client. Si vraiment il résiste en disant non, c'est pas la peine, envoyez-le moi, je vais l'étudier, elle était trop posée, etc., c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est que vous avez raté quelque chose quelque part. Ou alors que, oui, raté, ou que le client a d'autres intérêts, d'autres vues. Notamment une, c'est que vous servez de lièvre. Vous voyez, il travaille avec un de ses partenaires, un ami, à qui il a demandé un devis, et pour faire bonne figure auprès de son patron, il va demander d'autres devis, vous voyez. Et donc vous servez de lièvre. Mais en général, la démarche est très très simple, c'est facile, tout est simple, etc. Il vous donne tout ce que vous voulez savoir, sauf qu'il a décidé déjà à l'avance qu'il n'achèterait pas avec vous. Donc il n'est pas du tout intéressé à ce que vous reveniez avec l'offre, vous voyez. Ça peut être un exemple. Sinon, c'est simplement un manque de confrontation, le niveau de communication est pas assez élevé. Voyez, c'est ça que ça signale en général. Sinon, les gens adorent qu'on vienne leur présenter l'offre. Au contraire, ils sont honorés de cela. Et vous, sur le plan professionnel, ça maintient cette continuité. Et cette continuité,
est un facteur clé de succès, évidemment. Il y a parfois des procédures qui se font par écrit, comme les appels d'offres, mais sinon, même avec les grands groupes, moi je me souviens être allé défendre une offre devant un comité de sélection chez Géodis, par exemple. Ouais. Hein. Donc même avec les grands groupes, et quand les processus de décision sont complexes, il y a toujours moyen de présenter son travail, quoi. Ouais. En tous les cas, il faut faire le maximum pour pouvoir présenter son travail, les bons résultats du travail que l'on a fourni. C'est très important. Alors évidemment, il y a des cas exceptionnels où ça ne se fait pas, et la vente se fait quand même. Et il y a des fois où on va présenter l'offre, on a tout bien fait, et la vente se fait pas. Parce qu'on n'est pas dans un monde de mathématiques où A égale B égale C. Vous voyez, A égale B égale autre chose. Mais par contre, dans la durée, sur le plan statistique, si on remplit l'ensemble de ces conditions d'une façon systématique, notre coefficient de transformation est beaucoup plus important. En ce qui nous concerne, notre coefficient de transformation depuis 3-4 ans n'est jamais descendu au-dessous de 8 sur 10. Oui. Donc, et tout ça tient notamment à considérer l'offre bien faite comme un système de réassurance. Ce qui nous renvoie automatiquement à la prochaine session qui va nous amener à commencer à travailler sur la découverte des besoins, qui est vous savez, Archimède disait, donnez-moi un levier et un point d'appui et je vous soulèverai la terre. Eh bien, le point d'appui et le levier, c'est précisément la découverte des besoins. Bon, comme on dit, tu nous as spoilé la prochaine session. Ouais. J'ai hâte qu'on la tourne. Ouais. Hein, voilà. Je te laisse faire la conclusion alors. Bon, eh bien, merci pour votre écoute. On a pris beaucoup de plaisir à vous partager ces réflexions sur l'offre, qui vraiment donne de très très bons résultats. Marc vous parle de 3-4 ans à 80%, mais moi j'ai envie de dire que ça fait 22 ans qu'on travaille ensemble et ça fait 22 ans que c'est toujours la même chose. Et pourquoi? Parce que il n'y a nulle part la place à l'approximation. Chaque étape est une étape simple, mais une étape qui est modélisée. Donc, nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine, et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Au revoir.